qui n'est autorisé à s'exercer, tout est égal, et puisque tout est différent, tout est pareil. Excusez-moi, ce qui distingue le lieu de l'espace, c'est l'histoire, en quelque sorte. Ben oui. C'est que le lieu est chargé d'histoire. Là, c'est un espace. En France, ce n'est donc plus un lieu, parce qu'il y a des génies du lieu. Là, il y a simplement une possibilité d'accueil de tous à égalité. D'accord. Donc vous, en réalité, vous pensez qu'il a un programme, tout de même. En tout cas, il y a une vision là. Il y a une vision. De Français en France, il y a toute la distance qui sépare une nation d'une société multiculturelle. Au nom du progrès, je vous réponds, Emmanuel Macron nous invite à franchir ce pas. Au lieu de s'inquiéter de la désintégration française qui se produit sous nos yeux, il l'accompagne, il la conceptualise, il en recouvre la violence par l'éloge du multiple. Au lieu de proposer la reconstruction de l'école en ruine autour de la transmission d'un grand héritage, il dépouille nos classiques de leur aura et les noie dans la masse. Le divertissement dicte sa loi, l'immigration dicte sa loi, et le progressisme macronien cède en donnant à toutes ces redditions l'apparence de l'abnégation. Comme les auteurs de l'histoire mondiale de la France, ils boutent la France hors de France pour ne pas entraver les processus en cours, et comme eux, il s'enchante de son ouverture, de sa bonté, de son hospitalité. Alors oui, mais deux questions tout de même. D'abord, est-ce que vous ne surinterprétez pas légèrement, disons, une phrase ou deux extraites d'un discours de meeting? Mais la deuxième, plus importante, à laquelle j'espère que vous allez répondre, comment expliquez-vous, si vous voulez, que ça marche? Parce que à moins que vous me disiez, vous aussi, que c'est une pure illusion médiatique. Alors, je pense que je n'extrais pas. Je pense dire il n'y a pas de culture française, il y a une culture en France. C'est une phrase méditée dont j'essaye simplement de tirer la leçon, d'analyser la signification profonde. Et je constate que ce sont les lâches qui autrefois capitulaient, ce sont maintenant les progressistes, et pour revenir à Patrick Boucheron, les érudits généreux. Vous savez, le Christ s'est dépouillé de sa condition divine et choisit la condition de serviteur. Cette descente, cet abaissement, cet anéantissement jusqu'à l'obéissance de la mort en croix, les théologiens l'appellent kénose. Nous voici à l'heure, avec Macron, de la kénose française. La France se vide d'elle-même pour que tout le monde trouve sa place et pour ne pas gêner ni freiner la marche de l'histoire. Mais Elisabeth, pour vous répondre exactement, oui, et sur cette étrange fascination dont Macron est l'objet. Et si je peux compléter ma question, parce que là, ce que vous venez de décrire, pourquoi ça déplairait à la gauche? Ça ne déplaît pas à la gauche. C'est pas ça qui déplaît à la gauche. Et justement, il y a un mouvement dont il se fait le porte-parole, et je voudrais en analyser une autre forme. Je vous avais promis une petite surprise pour cette émission. La voici. La veille ou l'avant-veille du grand discours d'Emmanuel Macron, la Tour Eiffel, qui tend de plus en plus à devenir une vitrine politico-publicitaire, s'est illuminée, et l'on a vu apparaître en lettres blanches ces mots énigmatiques, ça vous a peut-être échappé. Ah, ça m'a échappé, oui. Made for sharing, fait pour être partagé. Cette scrapline, comme on dit aujourd'hui, est le slogan de la campagne que mène la ville de Paris pour l'organisation des Jeux Olympiques de 2024. Ce slogan vient d'être déposé, mais il n'est pas lui-même de la première jeunesse. Il a déjà été utilisé en Angleterre par des confiseurs chocolatiers et repris aux États-Unis par Burger King pour lancer une pizza à découper. Mais vous êtes contre le partage des pizzas. Vous. Alors pourquoi un tel choix? Eh bien, la directrice de la marque et du contenu répond: cette idée de sharing synthétise l'ADN de notre projet au cœur de la ville-monde qu'est Paris. Le progressisme atteint ici son apogée dans l'espace de la diversité qui est devenue la France, et dans la ville-monde que devient Paris. On ne voit pas pourquoi le français, cette survivance vernaculaire,
devrait garder sa prééminence. Il faut une langue globale. Et la seule qui puisse prétendre à cette fonction, c'est l'anglais. Je rappelle qu'Emmanuel Macron, invité il y a peu par l'université Humboldt de Berlin, s'est exprimé dans cette langue globale devant son auditoire. Et c'est un Québécois, Mathieu Bock-Côté, qui y a trouvé à redire. Et là, je m'interroge avec vous. Dans quel mépris de soi la France est-elle tombée pour que le slogan « La vie de monde » n'ait pas fait scandale, mais je vois qu'un étrange désir de disparition habite ce pays menacé par ailleurs de submersion. Alors, quelques objections. Ne vous inquiétez pas, là, nous pouvons dépasser l'heure. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas. Quelques objections. Vous voyez, j'ai rencontré cette jeune fille de 16 ans. À la sortie du métro, ça m'a frappé. Je lui ai même demandé de m'accompagner pour lui demander de m'expliquer. Je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que vous faites ça? Elle a même convaincu ses parents de voter Macron. Donc, j'ai essayé de lui demander. Je ne pense pas que ce soit vraiment le programme, si vous voulez, quoi qu'elle en dise. Et ce que j'ai compris, ce qui lui plaisait, c'est que toutes les semaines, elle est convoquée à une sorte de comité, on écoute ses idées, je ne sais pas très bien ce qu'on en fait, mais enfin, il y a cette espèce d'illusion de quelque chose de nouveau, si vous voulez, dans le fait qu'on invite les citoyens à participer. Voilà. Et elle m'a donné ce tract. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Ségolène Royal... Oui. Et son célèbre sourire, Ségolène Royal invite, est très attirée par Emmanuel Macron parce que c'est elle qui a donné la première cette grande illusion de la démocratie participative. Reste que si rien ne vient déranger les plans de la Providence, eh bien, Emmanuel Macron sera le prochain président de la France-Monde. Oui. Et la France-Monde, ça correspond au désir d'un certain nombre de gens, mais en faisant de la diversité la valeur suprême, il réussira le prodige d'accélérer à la fois la division et l'uniformisation en cours. Et vous croyez vraiment que, dans le fond, que nous aurons ce choix, que le deuxième tour sera ce choix entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen? J'ai peur, parce qu'un autre scénario aurait pu avoir lieu avec François Fillon, mais le Penelope Gate, selon toute vraisemblance, sera fatal à celui-ci. Il a déjà été condamné par le tribunal médiatique, et comme le candidat de la droite et du centre s'avise de dénoncer ce tribunal, la condamnation s'aggrave. Et là, je ne vous apprends rien, Elisabeth Lévy, c'est un de vos thèmes. Tous les pouvoirs, en effet, peuvent être tutés en France, sauf le pouvoir médiatique, car le fait pour lui d'incarner la fonction critique dans nos démocraties le met au-dessus de tout. C'est pas le fait d'incarner la fonction critique, en réalité, oui. Mais c'est-à-dire, c'est même d'avoir l'air d'être un résistant, si vous voulez, un contre-pouvoir qui résiste. Mais quand même, je vois que je n'ai pas fait une bonne avocate d'Emmanuel Macron. Et tout de même, je voudrais vous questionner encore quelques instants. Je sais pas pourquoi, là j'ai fait la comparaison, j'ai pensé à la comparaison avec Obama. Macron a tous les talents, c'est-à-dire, c'est un type qui est un des plus beaux fleurons de la méritocratie française, milieu modeste, les grandes écoles, et pas seulement, si vous voulez, le commerce mais pas seulement l'ENA, mais aussi Normal Sup, grande culture, beau gosse, tout, si vous voulez. Donc, il y a quand même, ça fait partie du charme qu'il exerce sur les gens. Vous n'êtes pas du tout séduit par cette personnalité. Et surtout, comment expliquez-vous qu'un type qui est dépositaire, lui, par son histoire de la culture française, finalement... Je ne sais pas. Et grande culture, sans doute. Son éloquence me paraît extrêmement problématique. Les phrases que je vous ai lues ne témoignent pas d'un maniement de la langue exceptionnel, mais je pense surtout que avec Obama, il y avait l'espoir de l'entrée de l'Amérique dans une ère post-raciale. C'était tout le sens de son Yes We Can. Là, avec Emmanuel Macron, il y a, si vous voulez, un alignement de la France sur tous les processus en marche, et c'est pour moi un sujet d'extrême inquiétude. Mais d'ailleurs, oui, pardon. Je reviens quand même
à ce que je disais d'abord sur les médias, parce que peu importe que le Canard enchaîné feuilletonne ces révélations pour des raisons bassement commerciales, ce qui importe, c'est que nous sachions à quoi nous en tenir sur la vertu de M. Fillon. Et il n'est plus question de son projet. L'une des raisons du succès d'Emmanuel Macron, c'est que le projet alternatif ne peut même pas s'entendre. Alors je ne dirais pas qu'avec cette affaire Fillon quand même, la morale prend le pas sur la politique. Je dirais bien plutôt qu'on oublie au profit de la morale privée les réquisites et les objectifs de la morale politique. Et ça me permettra de poursuivre ma critique de Macron. La morale politique, c'est le souci du monde. C'est l'effort pour rendre le monde habitable ou mieux habitable. L'habitabilité est son grand critère. Et au regard de ce critère, si vous voulez, l'opposition des conservateurs et des progressistes n'a strictement aucun sens. Il y a pour que le monde soit un séjour humain, des progrès qui s'imposent, et il y a aussi des choses qu'il faut savoir obstinément entretenir, maintenir, préserver et transmettre. Voilà ce que Macron ignore, puisque ce n'est pas l'habitabilité qu'il vise, c'est la fluidité. Mais rien ne semble pouvoir empêcher le triomphe de son projet catastrophique, car François Fillon n'a pas été assez vertueux. Et comble de tristesse, c'est à Marine Le Pen qu'il reviendra de lui rappeler, certainement pas au candidat de gauche, que la France n'est pas seulement un espace, mais une culture, un lieu, une histoire. Elle a employé, je crois, l'expression aéroport ou hall d'aéroport voilà, pendant exactement. son émission. Et il sera dès lors impossible, si vous voulez, de défendre, de parler même de culture française sans être frappé d'opprobre par toutes celles et tous ceux, comme adore dire Macron, qui veulent le progrès. Il dit toutes celles et toutes ceux. Tout le temps. Tout le temps. Ça, je ne l'avais pas remarqué. Alors peut-être est-ce une raison de ce charme étrange dont vous me parlez. Moi j'y suis, à vrai dire, personnellement pas très sensible, mais je vois autour de moi, on ne peut pas simplement résoudre ça à un épiphénomène. C'est ça là-dessus que je voulais attirer votre attention. Et peut-être mais made for sharing non plus n'est pas un épiphénomène. Vous avez raison, made for sharing non plus, mais peut-être, dans le fond, ce qu'on voit dans le nom du projet de Macron, de son parti, c'est que, comme disait, je ne sais plus lequel des deux, Bernstein, dans les grands débats du 19e siècle, le mouvement, peu importe le but, c'est le mouvement, en fait, qui est... C'est Bernstein. C'est Bernstein, hein, c'est ça. Le mouvement est tout. Voilà. Mais, dans le fond, ce que vous nous avez décrit, Alain, c'est qu'il est peut-être un excellent président de l'ère postmoderne. Oui. Ou post-nationale, d'ailleurs. Et de la France-monde. Et de la France-monde, oui. Je sens que nous n'en avons pas fini avec la France-monde. Passons donc à ce qui s'est passé le 2 février à Aulnay. Donc, une arrestation dont on a vu en partie des images. On a vu une partie des images en vidéo, très violente. Une blessure, une fissure anale constatée sur le jeune Théo et une incapacité de travail de 60 jours. Un juge qui met en examen 3 des policiers pour violence et l'un d'eux pour viol. L'IGPN, le rapport de l'IGPN qui dit, lui, qu'il ne s'agit pas d'un viol, mais d'une violence accidentelle. Et tout ça sur fond de voitures qui brûlent Alain Finkielkraut et d'indignation absolument massive et générale. Alors, si les violences policières commises à Aulnay-sous-Bois sont avérées, et il n'y a aucune raison aujourd'hui de mettre en doute le témoignage de la victime, il faut les condamner avec force. L'un des policiers, vous l'avez rappelé, a enfoncé sa matraque dans l'anus du jeune Théo, provoquant d'importantes lésions, et on a du mal à penser que ce geste n'ait pas été intentionnel. Mais quelle que soit la qualification retenue, ce fait en lui-même est extrêmement grave. La stupeur et l'indignation de l'opinion sont légitimes, je les partage. Mais ce qui est moins légitime, c'est de nous dire que cette interpellation brutale et même barbare révèle le vrai visage de la police. Aujourd'hui, en France, les violences anti-policières sont la norme, les violences policières sont l'exception. Les flics ne sont pas les chasseurs, les flics sont le gibier. Je voudrais vous citer ici des paroles
Béchiza, d'un ancien haut fonctionnaire de la police judiciaire, Rémi Laforêt, dans le livre publié sous la direction de Jean Bensoussan, Une France soumise. Les violences au quotidien visent désormais les institutions, dont la police elle-même, jets de pierre sur les voitures en patrouille, attroupements hostiles à l'occasion de toute intervention, des groupes de jeunes en forte majorité issus de l'immigration maghrébine ou africaine entravent les interventions, arrachent les mises en cause des mains des fonctionnaires, font irruption dans les commissariats, attirent les policiers dans des embuscades, se livrent à des pare-chocages, des attaques à coups de barre de fer, des jets de plaques d'égout du haut des passerelles ou de pavés du haut des toit. Le politiquement correct, cette volonté éperdue de ne pas savoir, s'est saisi de l'aubaine qu'est l'interpellation du jeune Théo à Aulnay-sous-Bois pour recouvrir la réalité. À cette occasion, le parti du déni reprend du poil de la bête, l'idéologie se venge de tous les faits qui en contestent le règne. Mais pourtant, il y a eu Viry-Châtillon quand même. Mais oui, mais là, il y a police répressive contre jeunesse en déshérence. Cette opposition fait son grand retour, alors même que les émeutes dont vous venez de parler, qui ont éclaté après les événements d'Aulnay-sous-Bois, confirment les propos du haut fonctionnaire de la police que je viens de citer. Le rap vomit sa haine, et ce sont maintenant des rappeurs qui, avec la bénédiction de la presse bien pensante, réclament justice pour Théo. Si j'ai le temps, si j'ai un peu de temps, je voudrais montrer que la même logique, on a 5 minutes. Que la même logique est à l'œuvre dans le nouvel épisode de l'affaire Polanski. Vous l'avez cité. Encore une autre surprise. Alors voilà. Je ne m'attendais pas à l'irruption de l'affaire Polanski. Celui-ci a été choisi le 18 janvier pour présider la 42e cérémonie des Césars. Un déluge de protestations s'est alors abattu sur lui à la vitesse des réseaux sociaux, comme le rappelle Clarisse Fabre dans Le Monde, et les associations féministes ont rappelé que le réalisateur multiprimé était aussi accusé de viol sur une mineure de 13 ans. Devant le scandale, Polanski a annoncé le 24 janvier qu'il renonçait à présider les Césars. Alors, voilà pourquoi je cite cette affaire. Et il n'y a pas eu d'ailleurs j'ai trouvé d'ailleurs que les responsables, je sais pas qui c'est qui décide, mais les responsables ont décidé qu'il n'y aurait pas d'autre président. J'ai trouvé ça plutôt bien. Oui, en effet. Mais interrogé par la même journaliste du Monde, le sociologue Éric Fassin, grand représentant français du multiculturalisme, dont nous avons parlé tout à l'heure, a dit ceci, qui est très intéressant. Certes, notre regard sur la pédophilie a radicalement changé, mais même dans les années 70, Polanski était poursuivi. Il est donc difficile d'invoquer la liberté sexuelle de l'époque pour justifier le viol d'une mineure non consentante droguée à son insu. Reste aujourd'hui un argument, la liberté de l'art, mais l'idée que les artistes ne seraient pas soumis à la loi sexuelle commune, que le sexe n'est pas politique et que la France est un monde à part, appartient à une époque révolue. Personne n'a jamais invoqué la liberté de l'art à propos de Polanski, mais si les mots ont un sens, on ne devrait pas parler de pédophilie, car la jeune Samantha Eitner, qui au moment des faits en 1977 avait 13 ans et 9 mois, était nubile, qu'elle n'était plus vierge, qu'elle avait un petit ami. Alors, je ne veux pas ici revenir sur l'affaire elle-même, ni me livrer à un plaidoyer en faveur de Polanski. Je peux rappeler que la victime veut absolument tourner la page, qu'un arrangement financier a été trouvé et que elle dit elle-même que cette affaire, la longueur de cette affaire, lui a fait plus de mal encore. Oui, elle a demandé explicitement, elle s'est présentée au tribunal pour demander explicitement l'arrêt des poursuites. L'arrêt des poursuites. Mais ce qui me paraît révélateur, et c'est la raison pour laquelle je me suis risqué à cette comparaison scabreuse, c'est que le même Éric Fassin déclarait au lendemain des agressions sexuelles de Cologne ceci. Le métier des sciences sociales est de se méfier des explications essentialistes. Ce n'est pas parce que ces gens sont musulmans qu'ils ont commis ces actes. Il y a une finalité politique. À qui s'en sont-ils pris? À des femmes allemandes blanches. Ils ne sont pas allés violer des prostituées. Cela donne un sens à leur violence.
Alors, de Polanski à Aulnay-sous-Bois... Et c'est Pascal Bruckner, je vois que c'est Pascal Bruckner, dans le livre de Pascal Bruckner, que vous avez pêché cette... Je la connaissais. Vous la connaissiez, alors là, moi, je la retrouve dans le livre de Bruckner, Un racisme imaginaire, islamophobie... C'est une pépite. Mais de Polanski à Aulnay-sous-Bois, c'est la même logique, le même roman, la même réduction du monde à l'affrontement des dominés et des dominants qui sont à l'œuvre. Et nous voici à nouveau condamnés à vivre au pays du mensonge déconcertant. Bref. De Kundera. Mensonge déconcertant, Anton Siliga, c'est un opposant au communisme croate qui a écrit ce livre extraordinaire, Au pays du mensonge déconcertant, mensonge sur la réalité des violences antipolicières, la fracturation de la France, l'impunité des trafiquants de drogue dans les banlieues, la progression de l'islamisme, mensonge pour ce qui concerne la réalité de la situation des femmes du fait du nouveau paysage démographique de l'Europe. Bref, le politiquement correct n'est pas mort, il a même de beaux jours devant lui. Ah mais vous n'allez pas terminer, j'espère, toutes les émissions avec une conclusion aussi déprimante. Cher Alain, tout de même, quand même, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur la question, il est quand même tout à fait normal que la police représente l'ordre, l'État. C'est le détenteur de la force légale. Est-ce qu'il n'est pas normal, si vous voulez, que nous soyons indignés quand elle n'a pas un comportement exemplaire? Il ne s'agit pas simplement d'un comportement non exemplaire, il s'agit d'un comportement délictueux, même criminel. Donc je l'ai dit au début et je le répète parce que vous m'en donnez l'occasion. L'indignation est légitime, je partage cette indignation, il y a quelque chose de honteux dans ce qui a été fait là, nous en saurons davantage avec le procès, parce que le procès c'est le contradictoire, une vérité apparaît avec justement le déploiement du contradictoire, mais nous en savons assez pour manifester notre solidarité avec le pauvre Théo. Reste que l'utilisation de cet événement, son instrumentalisation idéologique, sont absolument critiquables, voire scandaleuses. C'est vrai. Et par ailleurs, je dirais que et l'affaire Polanski et l'affaire Fillon révèlent peut-être aussi une espèce d'utilisation, une espèce de morale rétroactive qui risque de nous entraîner, si vous voulez, dans un concours de vertu qui n'aura jamais de fin. Merci, cher Alain Finkielkraut, de nous faire profiter de votre cœur intelligent. Merci à Daniel et Jonathan de bien vouloir excuser ma maladresse. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous pardonner ce départ cafouilleux. En attendant, dimanche prochain, on peut vous lire dans Causeur, qui est disponible en kiosque. On peut aussi réécouter cette émission sur causeur.fr et radio-rcj.info. Et chaque dimanche, vous pouvez bien sûr nous écouter en direct sur les deux sites. Bonne semaine à vous et je suppose maintenant Jonathan Siksou avec un peu de retard lui également. RCJ, plus qu'une radio. RCJ. Avec Superstar Holidays, offrez-vous un séjour exceptionnel jusqu'au 31 mars. 4 nuits en chambre de luxe avec les petits déjeuners à l'hôtel Hilton de Tel Aviv, plus vol El Al aller-retour, à partir de 839 € TTC par personne, basse chambre double. Retenez bien, mars Hilton Tel Aviv, vol El Al, 839 € TTC par personne. Offre soumise à condition. Superstar Holidays, 01 44 55 14 55 et superstar.fr. RCJ. Il est 12h40 sur RCJ. Dans quelques instants, le best-of des invités de la semaine, suivi à 13h de vos rendez-vous habituels du dimanche. 13h05, Mémoire vive. 13h30, le bénéfice du doute. Encore pardon pour nos problèmes techniques. Excellente fin de matinée à l'écoute de nos programmes. RCJ. Bain et déco. Donnez à votre salle de bain une dimension unique. Bain et déco. Votre cuisine ne ressemblera à aucune autre. Le secret Bain et déco. Un pôle d'architectes à votre écoute qui vous accompagne tout au long de votre projet. Le plus Bain et déco. Les marques les plus prestigieuses et une seule ambition, l'exception. En neuf ou rénovation, nos propres équipes mènent votre projet de A à Z. Bain et déco, 2 showrooms de plus de 500 mètres carrés, Paris 11e et Boulogne. bainetdeco.com. Un message de la Fondation du judaïsme français. Dimanche 19 et lundi 20 mars, le colloque des intellectuels juifs de